globalement, si on s'inspire de l'agroécologie, l'usage intensif des rayons du soleil, l'usage intensif du carbone, une utilisation très, très minutieuse de l'eau et de l'eau pluviale pour que ça ne ruisselle pas, pour que tout s'infiltre, et y compris pour que quand ça s'infiltre, ça reste dans la couche arable. Ça s'appelle fabriquer de l'humus. Vous savez, dans des sols sableux, il y a l'argile et l'humus qui retient l'eau. Quand il n'y a pas beaucoup d'argile, il vaut mieux enrichir un sol en humus. Des solutions donc, qui visent à d'abord reconstituer une biomasse, on dit dans notre jargon, en tout cas du carbone et de l'azote et fabriquer de l'humus pour retenir l'eau, c'est loin d'être idiot. Alors là, vous avez là une image qui n'est pas forcément géniale, mais c'est déjà donc des cultures sous parc de karité, en l'occurrence. On doit, je pense, ici être au Mali. Et alors, le problème de cet arbre, c'est quand même qu'il fait de l'ombrage aux cultures. C'est un peu ça son problème. Mais il contribue comme à la fertilisation des sols. Il peut jouer aussi un rôle de brise-vent, ce qui n'est pas complètement idiot dans des régions sahélo-soudaniennes où il peut y avoir des vents desséchants très forts. Il peut abriter des insectes auxiliaires, c'est-à-dire des ravageurs, des insectes ravageurs. Enfin, il peut avoir des quantités d'utilité. Et aujourd'hui, alors on a à la fois un mouvement d'accroissement de ces parcs arborés, et puis il y a des endroits où, du fait de la pression démographique, on surexploite ces arbres, on commence, à cause de l'ombrage, à les éliminer. C'est un peu ça le défi. Alors ici, vous êtes devant le fameux Federbia albida ou Acacia albida dont je parlais. Nous sommes en saison sèche. Il a développé ses feuilles. Et ces feuilles, c'est un enrichissement carbone, c'est un enrichissement d'azote, c'est un enrichissement d'éléments minéraux puisés dans la profondeur. Quand les feuilles vont tomber en début de saison des pluies, ça va apporter de l'humus. Alors vous voyez bien que sous cet arbre en question, là, vous voyez bien que le mil que vous voyez sous la frondaison de l'arbre, si vous comparez avec ce qui va être juste à côté, mais juste à côté, alors là, sur cette photo, on va être dans un écart de rendement qui va être au moins de 1 à 4. Je n'ai pas dit que le seul parc arboré va augmenter, mais au moins on peut, si on parvient à faire en sorte que les cultures se fassent sous parc arboré sur l'ensemble de la parcelle, on peut, dans l'accroissement de rendement possible, en l'espace, on va dire, de 10-15 ans. C'est quand même une multiplication par 2,5. En tout cas, bien plus rapide que l'accroissement démographique. Voilà, juste pour vous dire. Alors la question, c'est est-ce qu'on va leur donner la chance de survie? Vous l'avez peut-être repéré, cet arbre, il a été élagué. Sa forme naturelle serait plutôt parasol. En fait, il a une forme entonnoir. C'est-à-dire que les éleveurs, effectivement, élaguent cet arbre, parce que c'est une source de protéines en fin de saison sèche, les feuilles vertes. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de végétation verte en fin de saison sèche. Et c'est à ce moment-là où il se précipite sur les feuilles, c'est à ce moment-là où il se précipite sur les gousses, c'est à ce moment-là où il mange les graines, et c'est à ce moment-là où la dormance de la graine en passant dans le tube digestif est levée pour que les mêmes animaux réensemencent. Donc la question, vous savez, cet arbre, si j'avais à comparer avec ce qui passait en France, je la comparais avec la luzerne. Le jour où en France on a mis fin aux jachères, on a mis fin aux famines. Il y a des gens qui ont faim en France, les restaurants du cœur, mais ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez. Mais la fin des famines en France, c'est le jour où on a supprimé les jachères par ces plantes de la famille des légumineuses. Et s'il y avait bien quelque chose qui ressemblerait à notre luzerne dans sa fonction, ce serait l'Acacia albida. Sauf que pour nous, pour mettre des luzernes, les gens, ils avaient enclos leur terrain. Et les bergers, ils n'étaient pas contents, les gens qui trépassaient leur troupeau de moutons sur les luzernes, ils n'étaient pas contents, c'était à la veille de la Révolution française, et dans les cahiers de doléances, avant que Louis XVI se retrouve, que son sort lui soit jeté, je peux vous assurer que dans les campagnes, il y avait de vrais conflits entre les bergers qui voulaient passer avec leurs troupeaux sur les terres de quiconque et ceux qui voulaient protéger leurs luzernes de la dent des animaux de quiconque. Alors évidemment, dans ces régions-là, si on veut éviter les guerres civiles et les conflits agriculteurs-éleveurs, il nous faudra peut-être trouver des solutions. Cet arbre, il est gagnant-gagnant. Il peut être utile pour les éleveurs, il peut être utile pour les agriculteurs. La question, c'est éventuellement un nouveau code foncier qui font que les gens parviennent à se mettre d'accord sur comment l'exploiter, éviter son surpâturage, peut-être le défendre de temps en temps. Ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, quand vous vous retrouvez ici, on a l'impression d'une culture sous forêt. Quand vous êtes en saison sèche, c'est une forêt. Là, on vient de faire les labours, vous devinez, on a début de saison des pluies, les feuilles sont tombées, le rendement est 2,5 fois supérieur ici à ce qu'il était avant les Acacia albida. Voilà. Bon, ces arbres ont plus de 15 ans, j'en conviens, mais en 15 ans, vous pouvez multiplier à peu près par 2,5. Techniquement, ne croyez pas que tout est impossible. Alors, les raisons sont multiples, mais regardez l'enracinement de cet arbre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, cet enracinement puissant, profond. Et voilà, bon, juste, il faut que j'accélère. Donc la protection, alors, on peut aussi, photo de droite, mettre en culture. C'est-à-dire, on peut lever la dormance d'une graine d'Acacia albida avec n'importe quel acide. Je veux dire, enfin pas n'importe lequel, mais il n'y a pas forcément que le suc gastrique dans l'intestin d'un animal qui serait capable de faire ça. Donc finalement, des programmes de reboisement d'arbres fertilisants, fertilitaires, je ne sais pas comment vous dites, de cet arbre en question, on n'est pas en tout cas sans... Alors, par contre, quand on veut maintenir maintenant
une biomasse arborée, etc., ce qui a souvent été proposé, c'est de l'enfermer dans un grillage comme ça. Alors je vais vous dire tout de suite, si vous commencez à mettre en défend des quantités d'hectares pour espérer qu'un jour la biomasse se reconstitue et éventuellement que les graines passent un peu plus loin, un jour quand même l'éleveur, il va vous découper la clôture, ce ne sera pas la première grande efficacité. Attention, la mise en défend, ce n'est pas forcément nos enclosures. Puis n'oubliez pas que chez nous, les enclosures, ça, je ne dis pas que ça a été la Révolution française, il y a eu d'autres choses dans la Révolution française, mais ça peut être très conflictuel. Regardez juste là, nous sommes en Mauritanie, dans des régions vraiment semi-arides. Le seul petite clôture en bois, regardez la végétation en dessous, celle qui n'a pas. Les animaux sont juste à côté. Mais le seul fait d'avoir. En fait, la vraie mise en défense qui pourrait réensemencer des aires pastorales ou agricoles, c'est peut-être ce que vous avez là. C'est-à-dire, on ne va pas demander à enrichir les herbes que vous avez là pour qu'elles produisent là, mais pour que les vents entraînent les graines et permettent quand même le réensemencement des zones surpâturées aujourd'hui pour qu'elles soient réensemencées en herbe. Alors bon, ça c'est des cultures de haute valeur ajoutée, en close, etc. Je passe un peu vite. Le maraîchage de bas-fond, qui est une voie d'avenir, alors sur des sols qui étaient difficiles à travailler, qui étaient souvent argileux, des argiles non gonflantes, etc. Mais on peut progresser, ça vous sera dit. Je crois que c'est le propre, y compris d'une des actions qui est d'intervention de l'association. Le surcreusement des mares pour que ça serve à la fois pour l'abreuvement des animaux et la mise de petites cultures irriguées. Alors là, on est surtout pour la meilleure nutrition, le bêta-carotène, les vitamines C, etc. Améliorer la diète avec des cultures irriguées, certes, en saison sèche et autres, mais évidemment, à la condition que la même mare serve d'un côté pour les agriculteurs et de l'autre pour que les animaux viennent s'abreuver. Mais un surcreusement de mare peut faire beaucoup d'effets. Je pense que ça, il va en être question après moi, mais quand vous avez des retenues collinaires, quand vous avez des réserves en eau, quand l'eau commence à s'évaporer ou quand elle sert à d'autres usages, le petit maraîchage que vous avez là, aux abords de la décrue, avec des canaux que vous imaginez bien être des canaux de trucs, c'est quand même une alimentation meilleure. Des digues filtrantes, cette latérite qui va en faire que l'eau qui ruisselle va être ralentie, va finir par s'infiltrer. C'est le moment, à côté de ça, éventuellement, de planter des herbes et de planter des arbres, à la condition que ça ne soit pas surpâturé. Regardez, oui, c'est peut-être ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous sommes au Burkina Faso, y compris, vous découvrez qu'il y a un léger dénivelé entre la zone où l'érosion a été ralentie et où ça a sédimenté, mais c'est l'occasion de planter quelques arbustes et où ils ont... Alors, je n'ai pas dit que tous vont survivre, que tous vont résister au passage des animaux, mais il y aura quand même un certain pourcentage. Bon, l'andropogon, etc., qui peut être quand même une herbe. Même là, regardez l'effet d'une toute petite digue, l'effet entre le sorgho ici, où l'eau s'est accumulée, et juste avant. Rien que empêcher l'eau de ruisseler et la permettre de s'infiltrer, c'est pas complètement idiot. Bon, là, c'est sur des terres pastorales, c'est très connu, mais il s'agit quand même effectivement parfois d'empêcher l'érosion sur des terres strictement pastorales. Ça, c'est quelque chose qui ressemble aux ailles, mais vous allez en entendre parler davantage en plus grand détail sur le bienfait de ce mulch, de cette paillage, et en l'occurrence, et de ce petit trou dans lequel on met les graines en question. Là, on est sur des terres où les éleveurs nomades sont de retour du Sahara. Regardez, on a mis du bois mort. Regardez l'herbe, je ne sais pas si c'est très visible de là où vous êtes, mais regardez l'herbe comparée à là. Ce bois mort, c'est un élevage de termites. Ce termite, ça vous perfore la latérite. Une latérite perforée, l'eau s'infiltre davantage. Et l'herbe spontanée prospère aussi davantage. Et puis, ce n'est pas des techniques coûteuses. Et puis, on n'est pas obligé de faire comme ici, obligatoirement en courbe de niveau. On n'est pas obligé d'être non plus perfectionniste. Alors évidemment, il faut peut-être, pour réensemencer en herbe des zones surpâturées, évidemment avoir une quantité de bois mort assez considérable. Ok, mais n'empêche, même ça, ça va peut-être limiter l'infiltration de l'eau et autres. Dans des régions un peu plus au sud, vous avez des éleveurs qui concentrent leurs animaux ici en parc. Là, les animaux ont quitté, ça a été pris au petit matin. Si on parvenait, alors vous avez imaginé qu'il y a une déjection organique, il y a une fertilisation, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cultivent désormais en permanence sans la bâtie-brûlis. C'est pour ça que c'est cette rotation cotonnier, maïs, sorgho, mil, arachide, et qu'après, grâce à cette déjection animale sur les parcelles cultivées et grâce aux carités et aux arbres fertilisants, on parvient à ne pas avoir d'obligation à mettre des jachères. Vous auriez un bon mélange paille, déjection animale et peut-être abrité. Donc il y a encore des marges de progrès possibles. Là, il y a quand même une grande partie de l'azote de l'urine et de l'azote des excréments qui est ici, qui repart à l'état à l'air libre. Bon, alors ça, j'ai coutume de dire, écoutez, je suis désolé, c'est pas du vrai fumier. Je suis sur la question du fumier, je suis un peu intarissable et un excellent avocat. C'est juste là, ce que vous avez sous les yeux, un petit tas de merde. Mais on peut arranger ça. Alors,
cette fausse fumière, vous allez dire, ah, c'est pas génial, et puis il ne faut pas que ce soit un élevage de termites, c'est déjà un progrès. Quand vous arrivez à mélanger effectivement des déjections organiques, végétales et animales et autres, vous y parvenez. Et puis parfois même, si les gens ont la capacité de couper du foin, vous savez, on est parfois dans des savanes, si les gens ont la capacité de faire des réserves fourragères, que vous n'êtes pas obligé de... Il y a le séchage en grange, c'est pas la peine. Hein. Quand vous arrivez en saison sèche, après la fenaison, vous pouvez faire des réserves en herbe. Alors vous allez me dire, ah, mais ce foin, ça ressemble à de la paille. Non, non, d'abord c'est du foin, c'est pas de la paille. Certes, c'est pas... Eh bien, n'empêche que vous pouvez commencer à élever quelques animaux en stabulation. Ça peut être des animaux de trait, ça peut être des animaux d'embouche, ça peut être des animaux laitiers. Vous pouvez faire des ceintures laitières. On n'est pas sans solution. Bon, vous avez ici le maraîchage de décrue le long du fleuve Sénégal. Et puis moi, ce que j'aurais envie de dire, mais juste pour le débat, puis je vais terminer, mon temps est limité, je ne suis pas sûr que l'irrigation avec la motopompe qui exige du carburant, ce soit toujours la solution. Qui exige la pièce de rechange, ce n'est pas la solution. Et les périmètres irrigués où on demande, y compris à l'Agence française de développement ou aux bailleurs de fonds, de réhabiliter le périmètre irrigué parce que les agriculteurs n'ont pas mis en provision pour amortissement l'argent qui aurait été nécessaire pour que le jour où la pompe tombe en panne, on ait déjà acheté la pièce de rechange. C'est aussi parfois que cette irrigation ne permet même pas le revenu pour cette provision pour amortissement. Les grands périmètres irrigués que vous avez là, alors évidemment un jour on va devoir tout bétonner parce qu'on découvre, on est sur le bord du fleuve Sénégal, on est sur la partie la plus sableuse au bord du fleuve Sénégal. Cette agriculture irriguée qui est très séduisante, là voilà les périmètres irrigués ici en Mauritanie, je crois qu'il y en a une encore plus séduisante le long du fleuve Niger. Moi, j'ai été par 2 fois, je ne plaisante pas, invité à évaluer des projets pour la réhabilitation de ces périmètres irrigués où on a découvert que le seul revenu, alors évidemment c'est spectaculaire, hein, le riz irrigué que vous avez là par pompage, tout est endigué et tout, c'est spectaculaire, les rendements c'est 4 tonnes, 5 tonnes hectares. Sauf que les coûts en carburant, les coûts en engrais azotés de synthèse, les coûts en ciment pour réhabiliter les canaux, etc., sont tellement élevés qu'on demande aux paysans, évidemment, une redevance pour l'eau. On demande aux paysans de payer des choses qu'ils ne parviennent pas à payer. Et en définitive, on découvre que c'est la faillite. Et on redemande à des bailleurs de fonds étrangers de reproduire ça. Juste pour vous dire quand même, pour que vous voyez, c'est spectaculaire, le rendement en riz, parfois, évidemment, sous le Sahel et sous le soleil, pour peu que ce soit irrigué, ça n'a rien à envier à l'Asie. Hein. On se croirait en Asie du Sud-Est, parfois. Donc le rendement, oui, est très élevé. Mais comme le coût est très élevé, la valeur ajoutée est faible, attention, peut-être que les solutions d'avenir, et je vais en rester là, peut-être que les solutions d'avenir, c'est plutôt faire le meilleur usage de l'eau pluviale, faire en sorte qu'elle s'infiltre, qu'elle soit retenue par l'humus, qu'on remette une biomasse en place. Ce sera peut-être une biomasse arborée, peut-être pas exclusivement arborée, et qu'on gère ça sans surpâturage. Alors vous l'avez compris, hein, le vrai débat, il n'est pas fondamentalement technique, c'est que c'est technique. Pour qu'elle soit mise en œuvre, c'est vraiment des négociations préalables sous la présidence de l'État éventuellement de nouveaux codes fonciers qui ne sera sans doute pas le droit coutumier ancien, qui ne sera sans doute pas le droit étatique des indépendances, qui ne sera sans doute pas le droit napoléonien avec le titre de propriété, mais qu'il y ait effectivement dans ces espaces un accord entre les agriculteurs et les éleveurs, sachant que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un certain nombre d'agriculteurs deviennent éleveurs, un certain nombre d'éleveurs sont en train de se sédentariser et devenir agriculteurs. D'ailleurs, les meilleurs rendements en général, moi, que je trouve dans l'Afrique sahélo-soudanienne, c'est des éleveurs qui sont sédentarisés et savent faire un plein emploi des bouses de leurs troupeaux. Et parfois, alors je ne dis pas que les meilleurs éleveurs sont les agriculteurs qui commencent à avoir des animaux de trait, mais moi je connais des gens qui, à 35, 40 ans, n'étaient que agriculteurs, ne connaissaient pas les animaux de trait, avaient juste les moutons, etc., et confiaient les animaux éventuellement aux éleveurs, qui maintenant, aujourd'hui, savent faire la petite étable qu'on a vue tout à l'heure avec le foin par-dessus, ce sont des agriculteurs. Hein. Techniquement, vous me demanderiez, est-ce que je suis optimiste pour dire que malgré la population présente, alors je m'explique, ça ne veut pas dire que je suis contre tout planning familial, etc. En tout cas, je n'ai pas forcément besoin de mettre en avant la menace de famine pour prôner le planning familial. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, par contre, politiquement, que vous me dites que c'est difficile, et ça, on pourra en débattre, alors ça, je le reconnais. Voilà, merci, je pense d'avoir été déjà trop long.